Bonjour, bienvenue dans ce replay de la masterclass sur la Silver Economy. Je suis Frédéric Serrière. L'idée de cette masterclass est d'apprendre et d'échanger avec un ou une directeur marketing et directrice développement d'une entreprise dont les clients sont soit en partie des seniors, soit en totalité des seniors. Ce replay fait partie d'une série de 5 replays que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur le site ageconomy.com. Aujourd'hui, nous recevons Hélène Proutot, qui est la directrice de développement Bonjour. des menus services. Bonjour, bonjour Hélène. Bonjour Frédéric. Et Maxence Henry, qui est, lui, est le directeur marketing de les menus services. Bonjour Maxence. Bonjour Frédéric. J'avais dit que je dirais des menus services, voilà. Qui commence par présenter les menus services, ou vous présenter si vous voulez, Maxence ou Hélène? Maxence? Alors peut-être présenter effectivement rapidement à celles et ceux qui nous écoutent les menus services. Les menus services, c'est le numéro un du portage de repas à domicile. C'est une entreprise familiale qui existe depuis 20 ans, qui aujourd'hui comporte 128 agences sur le territoire, essentiellement en franchise et une dizaine d'agences en propre. Nous sommes vraiment un acteur du maintien à domicile avec le souhait de pouvoir proposer aux seniors des repas de qualité, variés, équilibrés, pour leur permettre de rester en bonne santé chez eux et ainsi bien rester à domicile comme le souhaitent la plupart des seniors. Avec une particularité, c'est que nous avons à travers nos livreurs qui sont salariés de nos différentes structures un rôle de veille sociale qui est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on les visite, 3 fois par semaine, eh bien, on rentre au domicile des personnes et on peut ainsi, en discutant avec la personne, regarder si elle est en capacité de se nourrir normalement, de pouvoir gérer les DLC, les dates limites de consommation, et rester autonome en définitive. Et que s'il y a une difficulté particulière, on peut ainsi prévenir soit les aidants, soit le médecin pour que le nécessaire soit fait. Voilà, donc il y a vraiment cette double fonction à la fois d'apporter des repas à domicile, mais on va plus loin avec ce rôle de veille sociale. Et puis en parallèle de ça, on fait aussi du ménage, parce que c'est là aussi, quand on est à domicile, souvent un besoin. On fait de la téléassistance et on apporte des petits services type bricolage ou assistance administrative également à nos clients qui le souhaiteraient. Voilà, rapidement brosser les menus services, peut-être juste préciser en 2, 3 chiffres. Je vous ai dit 20 ans, 128 agences. Les menus services, c'est en 2023, tel que les choses se présentent, 4 500 000 repas qui seront vendus et un chiffre d'affaires du réseau qui devrait avoisiner autour des 62 millions. Super franchise. Le partage de repas, est-ce qu'on peut expliquer, peut-être pour ceux qui nous découvrent, de ce dont il s'agit, puis ce que ça représente, qui est concerné, etc. Donc le partage de repas, oui, comme je le disais, c'est à ne pas confondre avec la livraison de repas à domicile. On n'est pas Uber Eats, on n'est pas Deliveroo. On a une double vocation qui est, un, le maintien à domicile, donc on est pleinement acteur de la silver economy, pour des personnes qui sont âgées, qui n'ont plus la capacité ou l'envie ou la force de préparer des repas, ou pour des personnes handicapées qui ne sont pas non plus en capacité de pouvoir le faire. Et donc on leur apporte chez elles des repas qu'elles ont choisis. C'est important parce que le repas reste pour ces personnes qui sont à domicile un peu contraintes et forcées, souvent un des rares moments de plaisir qu'elles peuvent avoir dans la journée. Et donc, on fait en sorte que ça reste un moment de plaisir, quoi. Et donc, le portage de repas, c'est vraiment aller faire cet acte de leur apporter chez elles le repas qu'elles ont choisi. Et comme je le disais, d'avoir aussi un rôle de veille sociale qui est essentiel parce que livrer un repas, j'allais dire, tout le monde sait le faire en définitive, c'est pas très compliqué. Une fois de plus, on le voit bien que Delivery ou Uber Eats, ou d'autres. Mais là, on a vraiment un rôle social essentiel. Sans compter que dans certains cas, le livreur ou la livreuse qui est attitrée à la personne, c'est une des rares personnes avec lesquelles je vais pouvoir discuter dans la semaine. Parce qu'il y a un niveau, vous le savez, de solitude qui est très élevé. Et donc, cette possibilité de pouvoir parler à quelqu'un, échanger avec quelqu'un, prendre un café avec quelqu'un, est évidemment éminemment important pour rester en bonne santé chez soi, bonne santé physique et psychologique. Les clients des menus services, Donc nous, c'est on est, comme je vous l'ai dit, donc à destination des seniors, et donc on va s'adresser essentiellement à des plus de 75 ans,
Euh, la moyenne d'âge est même à 85 ans, de personnes qui sont seules ou en couple et qui, comme je vous le disais, qui n'ont plus la force, qui n'ont plus l'envie, qui n'ont plus le courage de se préparer des repas et qui souhaitent se faire accompagner. Alors, soit juste un ou deux repas par semaine, soit tous les jours. Là aussi, on a le souhait d'avoir une très grande souplesse et une très grande liberté. Euh, on a aussi des clients, bien sûr, plus jeunes, soit parce qu'il peut y avoir une déficience psychique, par exemple, ou des personnes qui sont handicapées et qui n'ont pas la capacité de se préparer des repas quotidiennement. Et donc, sur un marché qui, ben, évidemment, qui se développe beaucoup, le marché des seniors, je crois que vous en avez beaucoup parlé pendant les émissions précédentes, mais on a aujourd'hui une population de seniors qui va passer d'ici 2030, d'aujourd'hui à 2030, de 4,1 millions à 6 millions de personnes. Donc, en fait, on va avoir 2 millions de personnes âgées supplémentaires en 10 ans, ce qui est juste considérable. Et la part des 75 à 85 ans, dans les 10 ans, va augmenter de 50%. Donc, c'est vraiment un. D'abord, c'est une première dans l'histoire, dans notre histoire. On n'a jamais connu ça, du fait de l'allongement de la durée de la vie. Hein. La médecine ayant beaucoup progressé, ça favorise cet allongement de la durée de la vie. Et puis la baisse de la natalité, c'est les deux éléments qui font que la part des seniors eh bien, va profondément augmenter et donc va aussi générer un bouleversement sociologique assez considérable. Et donc des besoins nouveaux. Voilà. Le portage en fait partie, c'est-à-dire que il y a 20 ans, quand Alain Ballandreau a créé à Paris les menus services, ben, il était un peu précurseur, on n'en parlait pas beaucoup. Il y en avait bien sûr qui déjà y avaient recours, mais ce n'était pas très courant. Maintenant, ben, c'est passé, j'allais dans les habitudes quoi, de consommation. Donc, quand je suis empêché d'une manière temporaire ou définitive, eh ben, j'y recours au partage de repas. Est-ce qu'on mange les mêmes repas entre Strasbourg et Toulouse, par exemple? Alors, Et la question, et la deuxième question, c'est par rapport à les différents niveaux de santé, par exemple. Comment est-ce que vous faites pour... Est-ce que c'est tout le monde le même repas? Est-ce que c'est adapté? Comment ça fonctionne? non, alors il y a deux réponses à votre question. D'abord, une réponse géographique. Effectivement, entre Lille et Marseille, on ne mange pas forcément la même chose. D'abord parce qu'on n'a pas les mêmes habitudes alimentaires. Donc la base, évidemment, est un peu commune, mais on a des plats qui sont typiquement du Nord ou typiquement marseillais, ce qui est permis par le fait que nos cuisines sont réparties sur le territoire. Et donc, on peut ainsi s'adapter aussi aux habitudes alimentaires, aux habitudes plutôt culinaires de nos clients. Et la deuxième chose, c'est la gestion à la fois des régimes, parce qu'on peut avoir un régime, tout simplement un régime sans sel, un régime diabétique, un régime hypocalorique, ou bien avoir de grosses difficultés de mastication et passer sur du mixé. Et puis, on a aussi, euh, tout un chacun, on a des aversions. On peut ne pas aimer le porc, on peut ne pas aimer le chou, on peut ne pas aimer le lait de vache. Bon. Eh bien, on a cette capacité par notre système d'information qui est en propre propriété de menu service, eh bien, on a cette possibilité de gérer ces aversions. Et donc, on va faire en sorte que quelqu'un qui nous dit ne pas aimer le fromage, ben, on ne lui servira jamais de fromage. Et en parallèle de ça, nous avons dans chacune de nos agences une diététicienne qui a pour rôle d'aller accompagner le bénéficiaire dans son équilibre alimentaire et donc en permanence aller régler la prestation en fonction du besoin effectif du client. C'est-à-dire que je peux commencer par un déjeuner complet, puis me rendre compte que c'est trop, alors je vais diminuer en quantité ou bien au contraire augmenter. Et puis en fonction de l'évolution d'une pathologie possible, eh bien la diététicienne va conseiller plutôt tel ou tel type d'aliment et donc on va recadrer et j'allais dire tisser une prestation pleinement adaptée aux besoins de la personne. Euh, pour maintenant orienter sur la franchise et sur la rentabilité d'une franchise, pour moi, il y a deux questions. Déjà, vous avez beaucoup de franchises. Mm. Oui. Est-ce qu'il y a encore de la place pour en ouvrir d'autres? Je ne sais pas si c'est Hélène C'est ou- Hélène qui va faire ça très bien, étant Voilà. directrice du Voilà. développement et de la Voilà. franchise. Parce que j'imagine Je que cède la main à Hélène qui va répondre sur ces points-là. voilà, parce qu'en fait, avec un nombre aussi impressionnant de franchises, euh, j'allais dire, beaucoup de villes sont couvertes, beaucoup de Alors, territoires sont couvertes.
Effectivement, on a quand même pas mal maillé le territoire aujourd'hui. Par contre, on a encore des zones disponibles. Alors, ces zones disponibles, après, ça va dépendre aussi des cuisines qui sont implantées, car là, comme l'a expliqué Maxence, on a une politique de cuisine, plutôt des cuisines moyennes pour apporter des repas qualitatifs à nos franchisés. On ne va pas travailler avec des grosses cuisines qui vont faire des choses, je dirais, un petit peu plus stéréotypées. Donc, on a vraiment des cahiers des charges spécifiques et on a de la place, effectivement, sur plusieurs zones. Alors, il y a deux choses. Il y a encore des zones disponibles, je pense, à l'est du territoire, également au sud-ouest, mais nous avons aussi à mailler le territoire en termes de ruralité. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des petites villes qui ne sont pas maillées. Et puis après, ben, ça va dépendre en fait du profil du candidat. Après, oui, nous avons de la place. Mais c'est-à-dire qu'en fait, bon, si moi je suis intéressé par une franchise de menu service, j'imagine Grenoble, je suis à Grenoble en ce moment, mais j'imagine que Grenoble, il doit y avoir quelqu'un. Donc, je ne peux pas être à Grenoble. Si je me mets par exemple à côté dans le Vercors, ça sera le même type de franchise. Ce sera si en fait, il y aura, vous voyez ce que je veux dire, il y aura le milieu urbain, c'est plus dense, on a plus de clients dans une zone chalandise. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir deux niveaux de franchise. Alors, c'est pour ça qu'on va travailler sur des potentiels de marché. C'est-à-dire pour chaque zone, on va déterminer, on travaille bien sûr en géomarketing, on va déterminer un potentiel de marché via des calculs par les données INSEE ou autres. Et après, je vous dirais, ça dépend aussi de ce que vous avez envie de faire. Parce qu'aujourd'hui, on peut très bien aller, imaginer, vous avez quelqu'un qui recherche plutôt une qualité de vie, qui veut engranger un deuxième salaire, ou bien qui veut revenir à sa ville natale, c'est plutôt ce type de franchisé qui va nous contacter pour des zones un petit peu plus rurales. Parce que bien évidemment, vous n'aurez pas le même développement commercial si vous êtes à Grenoble ou à Lyon, ou si vous êtes dans une petite ville du Vercors. Donc tout est possible. On a des possibilités. Après, on peut vendre aussi des zones alentours avec quelqu'un qui ne veut pas forcément être à un endroit en particulier, mais qui a envie de développer une zone un petit peu plus large. Ça, c'est également possible. Donc vraiment, aujourd'hui, on ne se met pas de limite à cet état de fait et c'est à nous de faire en sorte d'aller identifier des profils de franchisés qui vont être à même de nous aider à mailler le territoire. Mais on a encore de la place sur des zones comme Biarritz, comme Lourdes, comme l'Est de la France également. Donc, celui qui aime bien le soleil, c'est Biarritz. Euh, Toujours par rapport pour la rentabilité du marché, de la franchise, euh, pour moi, avant de découvrir les menus services il y a quelques années, je me disais, bon, bah, le partage de repas, il est accessible partout, les CCAS peuvent en faire, d'autres acteurs peuvent en faire, les cuisines centrales, etc. Ma question, est-ce qu'on arrive encore à être rentable à un acteur franchisé privé par rapport à d'autres acteurs aux cuisines centrales des villes? Vous voyez, par exemple, je pense à ma marraine, qui est à Nancy, elle va avoir le choix entre la cuisine centrale de l'hôpital qui fait livrer, et puis il y a la place pour autant d'acteurs. Oui, oui, bien sûr, parce que je vous dirais, on n'a pas vraiment de concurrent direct du fait de la qualité de nos repas et de la qualité de nos gammes. Ça, Maxence vous en parlera peut-être un petit peu plus mieux que moi. Mais sur la qualité de nos repas, on a des cahiers des charges très précis. On développe une gamme qui s'appelle le gourmet. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Et puis, en termes de rentabilité, il faut savoir qu'une agence menu-service, c'est assez léger en termes de personnel, puisqu'au démarrage, vous allez avoir une diététicienne, un chauffeur-livreur. Donc, à partir de 3-4 personnes, vous allez pouvoir réaliser un chiffre d'affaires intéressant. Puisqu'il faut savoir qu'un chauffeur-livreur va servir 30 clients. Donc oui, c'est toujours, il y a de la place et c'est rentable. Et puis du fait aussi qu'il y a 90% des personnes âgées qui souhaitent rester chez elles et vieillir chez elles. Euh, le profil du dirigeant d'une franchise, c'est quoi? Parce que moi, quand je suis arrivé il y a une vingtaine d'années sur le marché des seniors, je voyais notamment dans les franchises de services à domicile, plutôt des gens qui étaient passionnés, j'allais dire, par les grands-mères, vous voyez, le côté fibre sociale, d'accord. Et puis on a vu, moi j'ai vu ce profil-là un petit peu être remplacé par un profil plus entrepreneur. Oui. Le profil que vous cherchez, pas que l'idéal pour une franchise, le profil, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est âgé, qui a de l'expérience.
Alors là, c'est pareil, il n'y a pas de profil type. Alors, c'est vrai qu'à une période, on avait beaucoup de personnes qui étaient quinquagénaires, qui étaient des salariés en reconversion, qui disaient, bon, ben moi, j'ai des valeurs, j'ai envie de donner un sens à ma vie, je veux aller sur autre chose, ce que je fais aujourd'hui ne m'intéresse plus et je veux vraiment aller aider les gens. Alors, ce profil-là, si vous voulez, cette philosophie-là, elle existe toujours, mais aujourd'hui, on a, je dirais, une population qui se rajeunit de plus en plus. Je prends notre exemple là, notre plus jeune franchisé qui a 23 ans, il rentre à 23 ans dans le circuit. Et on a des jeunes qui parfois ont fait une école de commerce, ont fait un parcours où ils n'ont pas forcément eu beaucoup d'années d'expérience dans le salariat et qui ont envie de se mettre à leur compte. Mais par contre, ce qui reste invariant chez nous, c'est un grand invariant chez nous, c'est vraiment la motivation à aller servir des personnes âgées. Il faut qu'ils aiment ça aussi, vous comprenez? Parce que sinon, s'il n'y a pas ce partage de valeurs, parce qu'il faut passer du temps au téléphone aussi avec des personnes âgées, des fois c'est pas facile, parce que la personne elle n'entend pas, ou alors elle a des problèmes de santé qui fait qu'elle a oublié ce qu'on lui a dit. Donc au démarrage, il ne faut pas oublier que le franchisé, c'est un porteur de projet. Donc il va porter son projet, on ne va pas forcément aller vers des investisseurs, vers des gens qui vont nous dire, moi je veux monter 4 agences menu service et je vais mettre des responsables. Nous, on a besoin de personnes qui s'investissent à fond dans le projet. Donc ça peut être des jeunes, ça peut être on a beaucoup de quadragénaires en ce moment en reconversion, ça peut être des chefs d'entreprise, mais nous, ce qu'on aime moyennement, c'est le profil investisseur, où là, on veut que la personne elle soit à l'agence du matin au soir pour démarrer. Le Si ça parcours, répond un peu plus. le parcours pour les trouver, les sélectionner, comment on trouve un... Est-ce qu'il y a des roadshows? Est-ce que c'est dans les salons, les Alors, services Qu'est-ce là, qui marche en fait? je vous dirais tout, tout on est sans cesse en train de se réinventer. Pourquoi? Parce que vous avez effectivement les salons institutionnels, donc le Franchise Expo à Paris, vous avez les rencontres digitales, vous avez des salons en région, donc vous avez déjà tout le sourcing avec les salons. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est aussi très présent sur les réseaux sociaux, grâce à notre directeur marketing qui fait ça aussi très bien, avec énormément de posts sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Et c'est vraiment le sourcing, il va se faire, comment dire, voilà, par le digital, par aussi les portails de la franchise, par les salons. Donc, je dirais, on va un petit peu partout. On a aussi nos franchisés qui vont devenir des ambassadeurs de la marque, où on va être en capacité aussi d'organiser des réunions en région, des réunions d'information. Ça peut être de la cooptation, donc vraiment tout est possible. Et après, Maxence, tu veux peut-être rajouter quelque chose sur la Oui, partie oui. marketing et com? J'allais donner la parole à Maxence en Ouais. fait. Le rôle du directeur marketing vis-à-vis des franchises, au niveau national, j'imagine qu'il y a la marque, etc., faire connaître, mais est-ce qu'il y a un rôle, le directeur marketing, au niveau local avec les franchisés? Oui, il y a un rôle qui est, par rapport aux franchisés, qui est essentiellement d'information et d'animation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une information la plus fluide possible entre la tête de réseau et le réseau lui-même, donc les franchisés, que ça puisse être descendant ou remontant, mais il faut qu'on soit vraiment à la fois disponible pour écouter les franchisés et répondre à toutes leurs questions, mais également qu'on leur passe toutes les informations dont ils ont besoin pour faire vivre leur structure et pour animer et développer leur agence. Et puis, il y a un rôle d'animation aussi où on doit être parfois les coacher, j'allais dire, parce que vous savez, et je pense que ceux qui nous écoutent le savent aussi, être entrepreneur aujourd'hui, c'est parfois difficile. Parce qu'on peut se sentir seul, on peut se sentir avec une charge mentale un peu forte, un peu lourde, même si c'est passionnant par ailleurs. Il y a ce côté où on a besoin de se comparer à d'autres, d'échanger avec ceux qui vivent la même chose, d'avoir des conseils. Et donc ça, c'est essentiel que la tête de réseau, le franchiseur, mette en place un dispositif d'animation réseau et d'écoute et d'accompagnement de ses franchisés. Parce que s'ils sont seuls dans la nature, on peut vite se décourager parfois. Non pas que le business n'avance pas, mais c'est que il faut gérer du RH, il faut gérer de l'inflation, il faut gérer des situations macro qui sont pas toujours simples. Et puis, voilà, ce poids-là, il faut aussi pouvoir, j'allais dire, le décharger auprès de celles et ceux qui connaissent le fonctionnement, qui connaissent l'entreprise et qui peuvent légitimement les accompagner, les aider. Donc, ce rôle d'accompagnement, il est essentiel auprès des franchisés existants et pour ceux qui n'existent pas encore. Hélène l'a dit, mais c'est effectivement montrer aussi à travers les réseaux, entre autres, qu'on est un réseau dynamique qui vit, qui a la bonne ambiance dans l'entreprise,
qu'on considère les personnes qui nous accompagnent, qu'il y a l'évolution et la croissance et l'évolution professionnelle possible dans l'entreprise, parce qu'on n'a pas forcément envie d'intégrer un réseau qui ne serait pas vivant, qui ne serait pas humain, et dans lequel tout serait figé, quoi. Donc c'est aussi ça qu'on essaye de montrer à tout le monde, c'est la réalité de ce qui se vit chez les menus services au quotidien. Si j'ouvre ma franchise, si je suis accepté et j'ouvre ma franchise sur le haut plateau du Vercors, qui est un endroit absolument génial, entre parenthèses, euh, et que je dis, voilà, mais on met les gens qui habitent dans le Vercors, sont des gens plus spéciaux, il faut adapter le marketing, etc. Est-ce qu'il y a de l'adaptation au niveau marketing, de communication au niveau local, ou c'est, ou vous, en fait, si on veut développer une franchise, enfin, il faut plutôt faire national sans adaptation au niveau local. Je parle au Alors, niveau de la communication marketing. j'entends bien. Forcément, il y aura une approche nationale, si vous voulez. On ne peut pas se permettre de tenir compte, à notre niveau, tête de réseau, de tenir compte des particularités régionales. Parce que dans ces cas-là, on ne ferait pas un document, on en ferait peut-être 15, quoi. Parce que demain, vous allez me demander de traduire le document en basque. Vous voyez, ce serait un peu compliqué quand même. Mhm. Et même si j'ai beaucoup d'affection pour les basques. Mais voilà, ou en breton. Et donc, non, on a une communication nationale, mais après, le relais de la communication par le franchisé, lui, se fait en fonction des réalités locales. Oui, Parce tout à que fait. la tête de réseau communique bien sûr, mais le franchisé lui aussi, sur son territoire, il doit communiquer. Il Oui, doit communiquer. Tu voulais Donc, en Euh, fait, rajouter? il oui, ce prend que je il peux, prend, oui, oui, allez-y, allez-y. non, ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'au niveau des animateurs réseau, parce qu'on a bien sûr une animation réseau derrière, ils les accompagnent aussi à travailler en local sur leur digital marketing ou sur leur communication marketing. Donc là, il peut y avoir des particularismes, Oui, mais Pour au les niveau canaux, local plutôt pour les exclusivement. canaux de communication. C'est en fait l'image, les documents sont les mêmes, mais ça Oui. peut être les canaux de communication qui peuvent Sur les différer. canaux et éventuellement sur la manière de les décliner dans certains cas. D'accord. Si j'ouvre la franchise sur le haut plateau du Vercors, les premières étapes par lesquelles je vais passer, comment est-ce que je vais trouver qu'est-ce qu'il y a à faire en premier et comment est-ce que je vais trouver mes premiers clients? alors Quelle déjà, dirais- c'est par le démarchage, hein. On va vous accompagner sur le terrain. On va faire un accompagnement d'une semaine sur le terrain pour votre accompagnement commercial, ce qu'on appelle l'aide à l'ouverture, où il y a un animateur réseau qui va se déplacer et qui va vous accompagner pour aller voir les prescripteurs. Donc les prescripteurs qui sont principalement, mais ça peut être des assistantes sociales, des hôpitaux, des cliniques, ou tout ce qui va faire, toutes les personnes qui vont faire le lien avec votre Les client, pharmaciens. les personnes âgées, voilà, les pharmaciens, tout ce que aussi Maxence a pu mettre en place en partenariat avec un certain nombre de prescripteurs. Donc, on va avoir un accompagnement commercial pour justement aller chercher le client final. Il y a bon, j'imagine après il y a un suivi, j'imagine bien évidemment de ces prescripteurs. J'imagine c'est un peu comme les visiteurs médicaux, il faut les voir régulièrement. J'ai perdu le fil. Donc là, on fera une coupure si j'ai perdu le fil de ma conversation. Euh, oui, en fait, en moyenne, pour le partage de repas, ce qui m'intéressait de savoir, c'était d'où venaient les clients. Est-ce que c'est plus Internet? Est-ce que c'est plus le bouche à oreille? Est-ce que c'est plus les prescripteurs? Peut-être Maxence. Oui, Alors Maxence. en fait, c'est assez simple. Globalement, c'est presque 60% des prescripteurs, quels qu'ils D'accord. soient. D'accord. C'est Donc, d'où 20, l'importance de bien avoir maillé tes prescripteurs. oui. Ouais. Donc 50-60% des prescripteurs, ça, c'est essentiel, comme l'a dit Hélène, hein, elle en a fait la liste, je ne vais pas la reprendre. C'est 20% les aidants, qui sont souvent familiaux. Parfois, ça peut monter à 30 dans certains cas, mais globalement, c'est 20-25% les aidants. Les enfants, les petits-enfants qui se rendent compte que les parents et les grands-parents faiblissent et donc à un moment, ben, il faut qu'ils prennent des mesures pour pouvoir rester justement à domicile et vont euh, prescrire en quelque sorte, conseiller en tout cas le portage. Et puis le pourcentage restant, ce sont les bénéficiaires eux-mêmes qui à 85 ans, 87 ans, 90 ans se disent, ben voilà, je pense que on veut rester à domicile. Une fois de plus, on en a marre de préparer les repas tous les jours, on n'a plus la force, on n'a plus envie, on n'a plus d'idées, et donc on va se faire accompagner par du portage. J'ai encore perdu le fil, donc il y aura deux coupures, désolé les amis.
Il y avait un truc intéressant, c'était, j'ai oublié. Marketing. Oui, 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 bien sûr. Pour toucher les aidants, quand vous dites que c'est qu'il y a une partie que c'est les aidants, Oui. ils viennent comment? Comment est-ce qu'ils connaissent les menus services? Vous communiquez à la décision des aidants au niveau local ou ils en Oui. entendent parler? Comment ça marche par rapport En fait, les aidants font vraiment, vous l'avez un peu compris dans la manière dont j'ai peut-être décliné les choses, c'est que quand on communique au niveau national, mais c'est vrai aussi au niveau local, on a trois cibles en définitive. C'est ça, c'est ça que je On voulais a les savoir. seniors en général, c'est-à-dire les plus de 60 ans, qui vont être soit aidants, parce qu'un aidant aujourd'hui, en moyenne, il a plus de 50 ans, il a 60 ans, 65 ans. Euh, donc, ce sont les seniors en général, qui vont être soit des aidants, soit des bénéficiaires. Et puis la deuxième cible, ce sont les prescripteurs. Mais les prescripteurs, on va plutôt les toucher en direct, en local. Parce que le prescripteur, par définition, il est un peu en local. Et donc, nous, notre mission au niveau national tête de réseau, c'est de travailler sur la notoriété en définitive. De façon à ce que demain, quand je suis aidant, que je pense portage de repas, eh ben, je pense menu service. Pareil pour un prescripteur, évidemment, pareil pour un bénéficiaire. Alors, s'il n'y pense pas spontanément, évidemment, on va l'aider à y penser. C'est-à-dire, quand il fait une recherche sur Internet, notre marketing digital et notre présence digitale fait que tout de suite ou très vite, il va avoir menu service qui va arriver et donc il va contacter menu service. Mais c'est vraiment ça, on est vraiment sur un travail de notoriété. Bien sûr, il y a un peu d'image, mais il y a beaucoup de notoriété parce que ben, il faut penser. L'idée, c'est d'associer le portage de repas au menu service. Ce qui veut dire qu'il faut communiquer régulièrement, parce qu'on peut être Donc, il faut intéressé. communiquer régulièrement. C'est la raison pour laquelle on est sur les médias nationaux, que ce soit en radio, parfois en télé et en print, et évidemment beaucoup en digital. On a effectivement une présence média qui nous permet de travailler sur cette image et surtout cette notoriété afin d'aller, avec les moyens qui sont les nôtres, hein, bien sûr, mais afin d'aller, pour exemple, cette année, on a fait 4 semaines de présence publicitaire sur RTL et on a sponsorisé les grosses têtes pendant un mois. Bon, donc là, ça crée de la répétition, ça génère. Puis on a fait plein d'autres choses, évidemment, sur d'autres types de médias. Là, c'est juste un exemple. Mais oui, il faut travailler là-dessus parce que c'est pas spontané, quoi. Vous voyez. D'abord, le portage de repas n'est pas forcément spontané, et puis le menu service non plus. Donc, il faut travailler sur cette notoriété une fois de plus. Hélène, quels sont les clés de réussite pour une franchise sur ce créneau? Les critères de réussite, déjà, c'est avoir quelqu'un qui est implanté en local. S'il n'est pas implanté en local, au moins, il faut qu'il connaisse le marché. Donc, la personne, si vous avez quelqu'un qui vous dit je suis parisien, je rêve d'habiter, je ne sais pas, à Biarritz, je ne connais absolument pas Biarritz, là, ça va peut-être pas marcher. Par D'accord. contre, quelqu'un dont c'est peut-être la ville natale et qui décide d'y retourner pour s'implanter, donc c'est important vraiment d'être implanté en local. Ensuite, sur, je dirais, les clés de la réussite, c'est déjà avoir le sens du service, de l'empathie auprès des personnes âgées, bien évidemment, puisque je le disais tout à l'heure, on a une cible de clientèle, ce sont les plus de 85 ans. Il faut être réactif, il faut être apte aussi à gérer tout type de situation, avoir un sens du développement commercial et puis, bien sûr, aimer ses produits, aimer ses clients. Je dirais c'est vraiment le plus important. Donc, on a là le fond. Après, on peut parler finance ou je ne sais pas si vous voulez qu'on parle d'investissement, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, l'investissement global est de 110 000 euros avec un apport d'environ 35-40%. Donc, avec des banques qui suivent assez facilement, puisque c'est du service à la personne et que sur cette cible-là, on a vraiment le vent en poupe. Donc, c'est finalement assez simple de travailler comme ça, de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que ce soit sur le marché des seniors qui est en croissance démographique, ça rassure les banques, c'est ça Bien l'idée. sûr, oui, oui. Et puis, on a aussi des partenariats avec des banques pour que nos candidats à la franchise aient des prêts à taux préférentiels. Et D'accord. puis, je rajouterai un modèle économique qui aussi a fait ses preuves. Oui. Et donc, c'est aussi de nature, les deux conjonctions, à la fois le marché et à la fois le modèle économique, de nature à évidemment rassurer fortement les banques. Avant de faire les questions-réponses, et puis si vous avez d'autres points à rajouter, parce que moi j'ai plein de questions, donc il va falloir que je me bride. Niveau innovation, Maxence, comment est-ce que vous faites pour
innover, en fait, pour trouver des nouvelles idées? Sur quels axes vous innovez, si ce n'est pas confidentiel? Alors déjà, on n'est pas dans l'innovation pour l'innovation. Ah, D'abord parce que, compte tenu de notre cible, c'est pas une cible qui court après l'innovation. Et on n'est pas sur des milléniums, quoi, hein. Donc, il faut aussi s'adapter à son marché. Après, il faut essayer plutôt d'anticiper les besoins et les demandes. Je pense par exemple à la présence sur Internet, pas le fait d'avoir un site évidemment, mais le fait de pouvoir, par exemple, donner à nos bénéficiaires la possibilité de commander leur repas directement depuis un site ou depuis une application, et pas forcément sur le papier. Aujourd'hui, 17% de nos clients commandent leur repas depuis l'application qu'on leur a mis à disposition. Et pourtant, on a une moyenne d'âge de 85 ans. Mais là aussi, il faut qu'on mette à jour son logiciel régulièrement. C'est que, en fait, une personne de 85 ans aujourd'hui, eh bien, elle est sur Internet. Une personne de 85 ans aujourd'hui, elle a un smartphone et donc elle sait s'en servir. Donc tout ça va assez vite dans cette évolution. Donc par exemple, donc, je vous le disais, donc, le bon de commande en ligne et puis le fait de pouvoir aussi, pour un nouveau client, eh bien, de pouvoir s'inscrire, passer commande dès le départ via un site de e-commerce en définitive. C'est ce type d'innovation qu'on met en place avec bien évidemment à chaque fois une déclinaison ordinateur et une déclinaison mobile. Mais on n'est pas dans des grandes innovations au-delà de ça parce que c'est pas ce que demande notre public aujourd'hui. d'accord. Est-ce qu'il y a quelques innovations dans les produits, dans les repas? Oui, alors on a fait. Ou alors, comment est-ce que vous, un jour, j'imagine, il doit y avoir un chef cuistot, j'imagine, chez vous, en fait, ou Il y, en a, plusieurs, il y en a plusieurs, oui. voilà, qui décide, voilà, qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains mois, prochaines années, non? Il doit y avoir. Alors d'abord, il y a tous nos repas sont faits en lien avec nos diététiciennes, en amont. Parce qu'on a des diététiciennes dans les agences, mais aussi au siège. Et donc on s'assure que les chefs en cuisine proposent des repas équilibrés et qu'on ait réellement un équilibre. Et l'innovation, après, elle vient pas tellement du chef lui-même, mais nous-mêmes, on a écouté notre réseau, on a écouté nos clients et on s'est rendu compte qu'on avait des clients, des bénéficiaires qui étaient en attente de repas de grande qualité, un peu de qualité traiteur. Et donc, on a mis en place une gamme qu'on appelle la gamme gourmet, qui est précisément une gamme traiteur. Alors, qui aujourd'hui n'est pas complètement nationale, pour l'instant, elle couvre la partie nord du territoire. Et d'ici la fin de l'année, elle va arriver sur le sud. Et là, on a donc deux gammes, une gamme classique, la gamme plaisir, comme à la maison, et la gamme traiteur, où là, on a des produits nobles, plus de choix, on a des cuissons différentes, on a des modes de préparation différents, on a des recettes différentes, on a plus de labels, plus de bio, voilà. Et ça, c'est une innovation culinaire, on va dire, avec ces deux gammes, parce qu'il y a une attente aussi de personnes qui ont de bonnes retraites et qui ont vraiment envie de se faire plaisir et donc qui passent sur cette gamme. Super. Un point à rajouter, Hélène ou Oui, je Maxence? dirais que c'est important pour la petite histoire, nous consommons au siège social les repas menus service Oui, Ah, c'est d'accord. qui sont très bons. D'accord. ça, c'est très important pour nous. Tu as raison de le rappeler, C'est Hélène, important, oui. à la fois au siège et à la fois dans nos agences, on consomme les repas de nos clients quotidiennement et donc on est en capacité de pouvoir au quotidien eh bien, valider ou non la qualité du produit, quoi. Et donc, vous mangez deux fois, à la fois le gourmet et à la fois le plaisir? Non, non, on choisit. Ah, D'accord. il y a des vols de dessert parfois, mais Ah, d'accord. Parfois, ça arrive, oui. Merci beaucoup pour cette émission. Merci Avec beaucoup, plaisir. Hélène, merci Frédéric. directrice développement les menus services, et Maxence, directeur marketing des menus services. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Merci.